Donc on va revoir le modèle de Solow. Ce sera l'occasion de parler du résidu et de la fonction de production. Bon alors, généralement, la fonction de production, on la présente comme ça. Y égale F de K et de L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité produite est fonction de la quantité de capital utilisé et de la quantité de travail utilisé. On peut aussi la présenter en faisant Y égale F de K et de W. Bon, c'est juste une autre manière de noter. Y, ça représente la production, donc on peut considérer que c'est comme le PIB. Moi, j'ai choisi pour l'exemple une fonction de production très simple. C'est Y égale 100K plus 10L. Si on a K qui est égal à 200 et L qui est égal à 300, bah, ça fait 100 fois 200 plus 300 fois 10, ça fait 23 000. On remarque que si on multiplie la quantité de facteurs de production par 2, eh bien la quantité produite est elle aussi multipliée par 2. De la même manière, on constate que si on augmente la quantité de facteurs de production utilisés de 10%, la quantité produite est elle aussi augmentée de 10%. Alors, certains économistes ont utilisé ce modèle pour expliquer la croissance observée. Le problème, c'est que ce modèle ne marchait pas toujours très bien. Par exemple, si on imagine là, comme c'est le cas dans le tableau, que on a une quantité de facteur capital qui augmente de 10%, une quantité de facteur travail qui augmente de 10%, on s'attendrait à ce que la quantité produite ait elle aussi augmenté de 10%. Or, lorsqu'on observait les faits, on constatait que généralement, elle avait augmenté davantage. Alors, comment expliquer? Comment expliquer que parfois l'augmentation de la quantité produite était supérieure à l'augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés? Eh bien, les économistes se sont dit, il y a un facteur qu'on a négligé, c'est sans doute le progrès technique. En France, ce sont les trois économistes Carré, Dubois et Malabo qui ont utilisé ce modèle pour analyser en particulier la croissance des Trente Glorieuses. Donc finalement, que peut-on dire? Eh bien, on peut dire que la croissance économique constatée va dépendre de deux choses. D'une part, de la quantité de facteurs de production utilisés, de l'augmentation de la quantité de facteurs de production utilisés, mais de l'amélioration aussi de la qualité de ces facteurs de production. C'est-à-dire que le capital va intégrer davantage de progrès techniques et de la même manière, pour le travail, ça va se traduire par davantage de qualification. Il y a d'un côté l'amélioration qualitative des facteurs de production que l'on associe au progrès technique, et de l'autre, l'augmentation quantitative des facteurs de production. Compte tenu de ce qu'on a dit plus haut, on va pouvoir maintenant voir ce qu'on appelle le résidu. Imaginons, comme c'est le cas pour l'année 1950, qu'on ait une progression du PIB de 5%. Une progression, une augmentation, si vous préférez, de la quantité de facteur capital de 3% et une progression de la quantité de facteur travail de 2%. 3 plus 2, ça fait 5. Donc là, l'augmentation quantitative des facteurs de production permet à elle seule d'expliquer l'augmentation du PIB. Il n'a pas été nécessaire que la productivité, ou plus précisément la productivité globale des facteurs de production, augmente. Du coup, le résidu, ce qui n'est pas expliqué par la progression quantitative des facteurs de production, est nul. Deuxième cas, 1960. On imagine que la quantité produite a augmenté de 8% et que la quantité de capital et de travail ont augmenté chacune de 3%. 3 plus 3, ça fait 6, ça n'explique pas 8. Donc que la productivité a augmenté de 2%. Là, 3 plus 3, 6, plus 2, ça fait bien 8. Et du coup, quelle est la part de la croissance constatée qui est expliquée par l'augmentation de la productivité, c'est-à-dire par, finalement, le progrès technique, grosso modo? Eh bien 25%. 2%, ça représente un quart de 8%. Donc un quart de la croissance expliquée s'explique justement par le progrès technique. En 1960, donc là, on va partir sur des données réelles.
et faire quelques lectures de tableau. Ce tableau, vous pouvez l'avoir régulièrement au bac, donc très souvent. Alors, on va commencer par le petit trait bleu là, qui correspond à l'Irlande. Qu'est-ce que veut dire ce 4,4? On va faire une phrase parfaite, on va pas oublier la source ni la date. La date de publication du document et la date des données. Donc, on voit que d'après l'OCDE, pour un document publié en 2012, au cours de la période 1985-2010, le PIB donc de l'Irlande a augmenté de 4,4% en moyenne chaque année. Que signifie le 2,7? Eh bien que toujours pour l'Irlande, la productivité globale des facteurs a augmenté, elle, de 2,7% chaque année. Pour les États-Unis, le 0,9, avec le check rouge, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sur la période 1985-2010, aux États-Unis, le facteur capital a augmenté en moyenne chaque année de 0,9%. Et puis que le facteur travail a augmenté en moyenne chaque année de 0,7%. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? À partir de la première ligne, enfin de celle de l'Irlande, on constate que la productivité globale des facteurs, autrement dit, ce qui est lié globalement au progrès technique, est de 2,7, enfin le taux de croissance annuel moyen de la productivité globale des facteurs est de 2,7, alors que le taux de croissance annuel moyen du PIB est de 4,4. Donc, le taux de croissance de la PGF est supérieur à la moitié du taux de croissance du PIB. On en déduit que la croissance là est plutôt intensive. Avec le même raisonnement, on constate que les États-Unis ont un TCAM de leur PIB de 2,6, tandis que le TCAM de la PGF est de 1,1. Donc on n'attend pas la moitié là. La PGF ne représente moins de 50% du TCAM du PIB constaté. Donc là, on va plutôt considérer que la croissance aux États-Unis sur la période 1985-2010 a été extensive. Dans cette vidéo, je tenais particulièrement à remercier mon ébauché qui me donne une voix quand même bien ridicule.